Sur cette chaîne, avec mes petits schémas, je construis la réconciliation, du moins je participe à la réconciliation de la science et la spiritualité. En tout cas, c'est mon projet, parce que c'est mon projet. Et je fais ça sur la base des sciences cognitives, qui ont fait beaucoup d'avancées ces derniers temps. Et la spiritualité, pour ceux qui sont débutants dans le domaine, je considère que c'est une bonne chose d'exclure la question politique. Par contre, arriver à un certain stade, je pense que c'est indispensable. Pourquoi? Bien, spiritualité, ça vient de spiritus, l'esprit en latin. Et donc vous comprenez bien que ça implique d'avoir une pensée libre. Et pour avoir une pensée libre, il faut qu'il y ait liberté de circulation des pensées, des idées. Sinon, vous conviendrez que c'est quand même plus difficile de penser tout seul dans son coin. Et donc, il faut qu'il y ait liberté d'expression de ces idées. Sinon, elles ne peuvent pas circuler. Donc, la spiritualité, en tout cas, à un certain niveau, oblige qu'on se préoccupe de la question politique. Ou du moins de certaines questions politiques. Donc là, sur X, Twitter, j'ai vu passer ça. Macron a déclaré la guerre à la liberté d'expression. Évidemment, je suis allé regarder, puisque ça nous concerne tous, mais ça concerne d'autant plus ceux qui ont une démarche spirituelle. Alors, c'est un article qui a été écrit par un journal australien. Donc, c'est assez marrant. Enfin, marrant, pas dans le bon sens du terme, hein, mais c'est assez ironique que d'autres pays comme ça se préoccupent de ce qui se passe en France. Et vous allez voir pourquoi. L'article est vraiment très bien fait. Et évidemment, Macron n'a pas dit « nous sommes en guerre contre la liberté d'expression ». C'est pas comme ça qu'il présente les choses, bien évidemment. Mais il n'empêche que c'est bien vers ça qu'on va. Donc il a donné un speech récemment, le 30 octobre, où finalement, il a repris quasiment mot pour mot les propos de David Colomb, dont j'ai déjà commenté l'article ici, puisque il s'était vanté d'avoir vu Emmanuel Macron sur le sujet de comment sauver la démocratie, qui était mise en danger par les réseaux sociaux. Donc on va regarder ça. On va regarder cet article. Il est vraiment... Alors, c'est un article d'opinion, hein, et c'est un journal conservateur, mais il n'empêche que ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Et en l'occurrence, je ne vais pas le traduire, hein, je vais commenter certains passages, je ne vais pas le traduire en entier, je veux dire. Il est vraiment extrêmement bien fait. Donc Macron a dit que les gens avaient tort de s'informer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas mal déjà. Donc ça veut dire quoi? Il reste quoi? Alors lui, il veut les médias traditionnels. Ça veut dire en fait les médias contrôlés par l'État. Donc en fait, il ne souhaite que la propagande étatique. Et c'est pas une exagération de ma part. Il dit que... donc là, il reprend en fait exactement le speech que lui a donné David Colomb. Hein. Donc il dit que les réseaux sociaux sont faits pour exciter les passions et maximiser les gains publicitaires. Ok, donc je vous ai déjà dit, d'accord, et so what? En quoi c'est différent de son parti politique à lui, à Macron? Est-ce qu'il n'est pas fait pour exciter les passions, peut-être, pour gagner des voix? Et est-ce qu'il n'est pas fait pour maximiser les revenus de ces des bailleurs de fonds de sa campagne électorale? Parce que vous doutez bien que Macron, il n'est pas milliardaire. Il y a des gens qui ont financé sa campagne. Ça coûte extrêmement cher, une campagne. Donc ces gens attendent un retour. Un retour sous quelle forme? Eh bien, sous forme de loi. C'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et il dit, ça détruit les fondations du débat démocratique. Du débat bureaucratique, je dirais plutôt. Donc sa vision, c'est celle d'une liberté de parole qui est tolérée seulement si elle est traçable. Seulement si on peut vous identifier, vous retrouver. Mais en fait, vous comprenez bien que ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est l'inverse. Là, c'est du double langage orwellien, cette histoire. Pourquoi? Quand vous votez, vous avez remarqué que vous allez dans un isoloir. Et ensuite, vous déposez votre vote de façon cachée, dans une enveloppe. Pourquoi, d'après vous? Alors évidemment, dans le vote, il y a des gens qui contrôlent votre identité. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ceci dit, une fois que vous avez mis l'enveloppe, on ne peut pas savoir pour qui vous avez voté. C'est précisément parce que le fait de savoir qui dit quoi empêche l'expression libre. Si on peut vous retrouver pour ce que vous avez dit, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez dire. L'anonymat, c'est la garantie de la vie privée dans la sphère publique. Je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui protège votre vie privée quand vous vous exprimez dans la sphère publique. C'est pareil pour le vote. Donc, l'expression libre des idées ne sera tolérée que si elle est traçable, c'est plus l'expression libre des idées. Donc, ils se foutent de notre gueule, c'est tout. Alors, il accuse X, Twitter, d'être dominé par du contenu d'extrême droite. Et il dit qu'elle n'est plus neutre parce que son propriétaire a décidé de prendre part dans le combat démocratique
et dans les mouvements réactionnaires un peu partout sur la planète. Alors, il y a eu une étude, Pew Research Center. Alors, Pew Research Center, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même ultra sérieux, hein, sur les biais politiques. Alors, YouTube est un peu à droite, Facebook aussi, je ne savais pas. Par contre, TikTok, non, Instagram, non, Reddit, Reddit, c'est très connu, c'est ultra gauche. Mais Twitter est équilibré. Donc non, ce n'est pas une plateforme d'extrême droite. Alors oui, Elon Musk soutient les mouvements qualifiés d'extrême droite, mais bon, si ces partis-là ne sont pas autorisés, faut les interdire. Hein. Sinon, c'est son droit. Il les défend en tant qu'individu. Alors effectivement, il a du poids parce qu'il a beaucoup de followers. Il en a plus que Macron. Mais il ne les défend pas en biaisant la plateforme. D'ailleurs, il y a des mécanismes sur Twitter qui sont moins biaisés qu'ailleurs. Alors là, j'ai pas ça à vous montrer directement, mais il faudrait que je retrouve un post quelque part. Mais il y a les notes de communauté, d'une part. C'est-à-dire que c'est la communauté Twitter. Donc moi, par exemple, hein, j'en fais partie. Et ça m'arrive de m'exprimer sur ces sujets-là, c'est la communauté Twitter, dans son ensemble, qui fait le fact-checking. Ce ne sont pas des officines autorisées par l'État. Et ça change beaucoup. Donc il y a des mécanismes qui sont bien mieux foutus que ceux de Macron, que ceux que lui, il propose, avec sa plateforme, entre guillemets, transparente. Il y a une plateforme déjà transparente sur Twitter. Et en plus, il y a Grok. Donc après, on peut toujours arguer que Grok, ceci, Grok, cela, mais c'est pareil, Grok n'a pas, en tout cas, un moins de biais politique que les autres, et que les humains. Et en plus, il est imperméable au noyautage idéologique. Ce qui s'est passé sur Wikipédia, par exemple. Donc, je dis pas que c'est une question facile, hein, attention. Ceci dit, ce que je dis, c'est que les solutions, même le diagnostic de Macron ne sont pas bons. Pourquoi ? Macron, évidemment qu'il n'a pas le temps de s'intéresser à tout ça personnellement. C'est un chef politique, donc il vient, il lit les discours qu'on a préparés pour lui. Et là, en l'occurrence, c'est David Colomb qui l'a préparé pour lui. Mais, voilà, j'ai déjà commenté son papier, de mon point de vue, c'est très très fallacieux. Et je vous explique donc pourquoi. Et cet article est très bien pour ça. Mais il va plus loin que ce que je vous ai dit. Donc la France prévient que le débat n'est plus neutre sur ces plateformes. Alors c'est la neutralité étatique, hein, vous avez bien compris. Hein. La neutralité neutre absolue, ça n'existe pas de toute manière. La neutralité, ça serait d'autoriser tout le monde. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Donc là, il se désole que la jeunesse s'informe sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'une fois qu'on a compris l'arnaque, on va plus sur les médias traditionnels. Alors c'est vrai qu'il y a les risques de s'enfermer dans des bulles algorithmiques. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a plus de pluralité et de liberté d'expression et d'opinion. Donc il apparaît, c'est ce que dit l'article là, qu'il veut retourner à l'époque des médias contrôlés par l'État. Et l'article dit, c'est précisément l'inverse de ce qu'il défend. C'est précisément l'inverse d'une démocratie. Alors là, il parle des ingérences étrangères. Donc la fameuse Russie qui aurait biaisé le résultat dans les élections, en Roumanie notamment. Et apparemment, c'est pas étayé par les faits. Donc ça, c'est un narratif qui est sorti à une époque, et finalement, qui s'est pas avéré vrai. Mais pourtant, Macron devrait le savoir, et David Colomb devrait le savoir. En tout cas, il y a une divergence là. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, c'est controversé. Voilà, donc la conséquence logique, ce que je vous ai déjà dit, c'est que il faut éliminer les faux comptes, et pour ça, il faut éliminer l'anonymat. Et donc, en fait, on élimine la liberté d'expression. Et c'est là où l'article devient vraiment très pertinent. Donc il parle de France Identité, c'est-à-dire qu'il y a déjà les pièces petit à petit qui se mettent en place, hein, qu'il y ait les lois ou pas, qu'ils soient votées ou pas, hein, ça avance. Et c'est pareil dans les autres grands pays d'Europe. Et ça, cette phrase, je la trouve vraiment fabuleuse. Ce qu'il ne peut pas légiférer en France, il le fait passer à travers Bruxelles. Voilà comment ça se passe. Et je le dis, hein, la France, je dis ça parce qu'il y a des gens qui considèrent que le problème de la France, c'est l'Europe. Moi, je considère que le problème de l'Europe, c'est la France. Donc, je vais pas développer ça maintenant, mais l'Europe est en déclin. Par contre, la France est en effondrement. Donc, prenez-le comme une opinion, hein, que j'étayerai à d'autres moments. Et là, c'est exactement ça. Macron est impuissant en France, donc il passe par l'Europe. Et évidemment, en Europe, la France a de l'influence. En France, Macron n'a plus de pouvoir, il est à 11% dans les sondages, il est hué quand il sort dans la rue, il est moqué quotidiennement, mais à Bruxelles, la machinerie de régulation lui répond toujours.
Macron est peut-être paralysé à Paris, mais dans l'Union européenne, il peut toujours agir comme un homme d'État. Et ça, c'est vraiment finement analysé, je trouve. Et en l'occurrence, pour moi, un des objectifs de la spiritualité, c'est d'aboutir à cette clarté mentale, de voir les choses telles qu'elles sont, de comprendre ce qu'il y a derrière la réalité, entre guillemets, qu'on nous présente. Et l'article conclut par une pensée très bien sentie, je trouve, que le fait que Macron veuille défendre la démocratie contre les manipulations et la haine, ce n'est que l'excuse. Il veut une Europe où l'expression libre puisse être l'expression libre tolérée seulement si elle est traçable. Donc les plateformes devront préemptivement, donc à l'avance, automatiser la censure pour ne pas attirer l'œil de Sauron, l'œil du régulateur. Il appelle ça la résurgence de la démocratie. Mais ça n'a rien à voir. Et ça c'est vraiment, je trouve que ça résume tout, c'est la bureaucratisation de la pensée. Et le début d'un continent où le débat ne survit que s'il est autorisé, que s'il est tamponné. Ça résume absolument tout. C'est vraiment un très bon article. Je sais pas qui c'est, James Tidmarsh, il est australien, et je le remercie de s'inquiéter de ce qui nous arrive en Europe. Des fois, avoir un regard extérieur comme ça aussi, ça aide à voir les choses plus clairement. Et d'ailleurs, c'est un des outils de la méditation. Savoir s'extraire de soi-même, savoir s'extraire de sa vie, mais aussi savoir s'extraire de sa culture ou s'extraire de l'opinion générale pour regarder les choses sous d'autres angles. Voilà pourquoi la spiritualité doit se préoccuper de politique. Et en plus, la politique est un très bon moyen de tester, entre guillemets, sa spiritualité, de se confronter au réel. Parce que la politique, c'est le réel, c'est sale, la politique. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est-à-dire, il faut se salir les mains, parce que dans le monde réel, il y a de nombreuses situations où on ne peut pas trouver de solution idéale. Donc il faut trouver une solution moins pire, entre guillemets, j'ai envie de dire. Il faut se salir les mains. Il faut se salir aussi le cerveau. Et ça, c'est un des gros reproches que j'adresse aux gens en général dans la spiritualité, en tout cas c'est ce que j'ai croisé, c'est qu'ils jugent le monde d'après leur tour d'ivoire. Ouais, c'est facile quand on n'a pas de responsabilité dans le monde réel, quand on ne doit pas faire des choix cornéliens, de dire oui, ça devrait être comme si dans le monde idéal c'est comme ça. Ouais, mais non, mais ça c'est pas de la spiritualité, c'est de la spiritualité évasion. On juge le monde depuis sa tour d'ivoire où il n'y a pas de contraintes. Mais ouais, mais le monde nous impose des contraintes. Et la politique, c'est la gestion de ces contraintes. Ça ne veut pas dire que il faut accepter tout et n'importe quoi. Bon, j'espère que c'est clair, que c'est l'inverse, ce que je dis. Donc oui, c'est complexe. Mais c'est pour ça que je me mêle de politique. Et que j'essaie de construire des outils. Alors ça c'est hérité... ce diagramme politique, je ne vais pas le commenter maintenant, hein, je l'utiliserai à d'autres moments, c'est hérité des travaux de Philippe Fabry, que je trouve très intéressant. Et en tout cas, ça permet une classification des partis politiques un peu plus riche et nuancée que le fameux gauche-droite, qui selon moi est un outil très pauvre. Voilà, donc en tout cas, décoder les discours trompeurs des politiques, je trouve que c'est un très bon exercice spirituel, de s'entraîner à voir derrière les mots. Et une règle quasiment systématique, hein, c'est de prendre tout ce qu'ils disent et de l'inverser. Là déjà, vous êtes à peu près sûr de vous rapprocher beaucoup plus de la vraie vérité qui est derrière le speech. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à comprendre. Et pour ça, il faut remonter. Alors, je ne sais plus où j'ai ça. Pour comprendre, voilà. Il faut remonter à nos instincts politiques simiesques. Notamment, donc la théorie de l'évolution nous explique beaucoup de choses sur la politique. Donc, allez voir cette vidéo. Nous sommes des animaux politiques. Bref, des singes. Oui, nous sommes des singes complexes. Ça permet de commencer à y voir plus clair. Et donc ça, pour moi, cette clarté, c'est ce qu'on recherche à travers la spiritualité. Dans ma dernière vidéo, j'ai commenté les propos de Thomas Durand. Et comme ici, s'il y a des articles ou des sujets qui vous intéressent, que vous voulez que je commente, sur lesquels je donne mon avis, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. On m'a proposé cet article récemment sur les télépathies tape, les enregistrements de la télépathie, là où il y a Dalia Burgoin qui fait une démonstration d'un pouvoir paranormal. Donc je vais commenter ça bientôt, parce que là, pour le coup, on est directement dans le sujet de la spiritualité, donc les pouvoirs paranormaux, est-ce que ça existe ou pas? Donc on m'a soumis ça, et je vous le commenterai bientôt. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous avez peut-être des interrogations, ou parce que c'est controversé, bah n'hésitez pas,
Si ça m'intéresse, je le commenterai ici.